Lundi 1er février 2019, bienvenue à cette édition. Conflit communautaire à Yirgou, 30 jours après, zéro arrestation. Le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés crie au génocide. Et puis, en Côte d'Ivoire, c'est l'heure du grand retour. Une cinquantaine d'exilés retrouvent leur mère patrie après 8 ans d'absence. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre les informations sur Canal Vinkwega. Ouvrons cette édition par une note d'audience. Le conseil d'administration de la Société Générale a été reçu ce vendredi par le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré. Expliquer la démarche de la société et célébrer par ricochet les 20 ans d'existence de l'institution au Burkina Faso, ce fut le menu de cette visite au chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré. Harold Kofi est le directeur pays de la Société Générale au Burkina. La maison des PME a justement vocation à préparer tous ces petites entreprises et entrepreneurs porteurs de projets à un financement futur. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de l'inaugurer, faire en sorte que nous puissions mettre en avant une large palette de produits de formation, de coaching et d'accompagnement. Cette initiative donc a vu le jour avec l'AFP-PME et la Maison de l'entreprise. L'idée ici, c'est justement d'être très en amont du processus, former les porteurs de projets afin qu'ils aient accès plus facilement au financement. Je tiens aujourd'hui solennellement à annoncer le fonds que nous avons mis en place, qui est de 150 milliards sur 5 ans, justement pour le financement de cette PME. Ce fonds a vu le jour grâce au partenariat que nous avons tissé avec la Sofigib, Proparco, la BOAD, ACEP, Microcred et d'autres partenaires locaux qui eux aussi ont au centre de leur stratégie le financement des PME. Le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés crie au génocide à Yirgou. 210 hommes tués, 30 jours après, zéro arrestation. En rappel, un conflit communautaire a éclaté à Yirgou il y a un mois jour pour jour entre la communauté Peul et les Kogolwego, groupe d'autodéfense. Le massacre sur les lieux a été qualifié de génocide par le collectif. Le reportage est signé Yannick Kaboré, Odette Zongena. 1er janvier 2019 au 1er février 2019, cela fait un mois jour pour jour que le village de Yirgou, situé dans la province de San Matenga, a été frappé par un événement triste. En effet, le meurtre du chef de Yirgou et de sa famille a occasionné le massacre de la communauté Peul, où le bilan, en croit le présidium, fait état de 210 morts. Le collectif contre l'impunité et la stigmatisation était face aux journalistes et s'indigne de la lenteur de la justice. Zéro arrestation au jour d'aujourd'hui de ce crime qu'il qualifie de génocide. C'est donc le lieu pour le collectif d'interpeller l'État burkinabé à s'assumer dans toute sa plénitude. C'est aussi l'occasion d'interpeller l'État sur le risque que cette situation fait courir aux rescapés et aux témoins. L'État a l'obligation de protéger les témoins et les victimes. Le nombre de morts à ce jour est de 210 morts. On insiste là-dessus. Ce chiffre a été obtenu après un recensement rigoureux, ménage par ménage. Nous précisons que la liste va s'allonger avec le recensement toujours en cours sur le terrain. Le collectif attend du gouvernement qu'il réactualise ces chiffres comme il s'était engagé. Le collectif entend de ce fait continuer de renforcer la mobilisation et exige la prise en charge gratuite et effective des rescapés. Il s'agit de la prise en charge médicale et psychologique de tous les rescapés sur tous les sites et la prise en charge alimentaire. Le collectif exige encore la sécurisation des personnes et des biens. Jusqu'aujourd'hui, des personnes continuent d'être menacées, violentées du seul fait de leur identité ethnique. Le désarmement et la dissolution des milices de Barsalgo. On exige toujours la restitution sans condition des biens des victimes toujours détenues illégalement par les éléments Kogloego. La reconstruction des maisons détruites
et les retours des déplacés sur les sites d'origine. Le soutien de l'ensemble des Burkinabés est un signal fort à poursuivre la lutte. Plus de 11 millions de francs CFA en espèces et de 10 millions en nature ont pu être mobilisés et remis aux déplacés. Le collectif appelle le gouvernement à prendre ses responsabilités et attend saisir les organisations internationales de défense des droits humains. Voilà donc au vu de la gravité de la situation et du nombre de victimes, Maître Ambroise Faramana, avocat de la communauté Peul, indique qu'il y a bien et bel eu un génocide à Yirgou. Il s'explique au micro de Yannick Kaboré et de Odette Zongina. Dans la nuit du 31 au 1er, le chef de la communauté Mossi de Yirgou a été assassiné. Nous ne pouvons pas affirmer qu'il y a un lien, mais nous disons que la coïncidence est malheureuse et elle est en même temps curieuse. Elle est malheureuse en ce sens qu'il s'agit donc de perte en vie humaine. Et il s'agit également donc de la perte d'un chef et de ses fils et de ses sujets, de ses collaborateurs. Mais en même temps, elle est curieuse, ce d'autant plus qu'un ultimatum de 112 heures leur avait été donné, et c'est à l'échéance de l'ultimatum que le chef meurt. Et ce qui est d'autant plus curieux, c'est que ce chef s'était opposé à cette action et à cet ultimatum. Et à la suite donc de son assassinat, il y a une représaille qui est entreprise. Il faut aller étape par étape. Et dans cette représaille, qu'est-ce qu'on a noté? Dans un premier temps, les Kouarego ont décidé d'abord de poursuivre les auteurs du crime. Ils n'y sont pas parvenus. Ils replient chemin. Et ils décident dans un premier temps d'éliminer les autres Kouarego, Peul qui étaient avec eux. Ceux-là également, les éléments sont là, les éléments de preuve sont là. Donc ils ont d'abord éliminé les Kouarego, Peul qui étaient avec eux, sans doute pour éviter que ces gens-là ne se désolidarisent ou qu'ils ne posent des actes contraires. Et ensuite, maintenant, ils ont procédé au massacre systématique de la communauté Peul et des personnes majeures. Je dis bien des personnes majeures. Parce que vous allez voir dans la liste, vous avez à peine 4 ou 5 mineurs, dont un de 18 ans, qui peut être assimilé certainement à un majeur. Ça dépend de sa morphologie physique. Mais pour les enfants, ce sont des incidents. Il y a eu quelques enfants, 3 enfants je crois, mais ce sont des incidents. Ce qui s'est passé à Yirgou, ce pourquoi nous n'avons pas voulu à l'époque dire qu'il y avait eu génocide, l'élément qui nous manquait, c'était la préméditation, l'intention et la préparation. On se rend compte que l'élément déclencheur, ce n'était pas la mort du chef de Yirgou. Ça, il faut le dire. L'élément déclencheur, c'était l'expiration du délai, l'expiration de l'ultimatum qui leur avait été donné. Donc, tous les éléments qui prouvent qu'il y a eu préméditation, préparation et exécution sont là et sont réunis. Donc, pour nous, il n'y a pas de doute là-dessus. Il s'agit d'un crime de génocide qui a été ciblé contre la communauté Peul et particulièrement les hommes majeurs. Tout autre chose à présent, la première rencontre africaine continentale de la Commission de la prochaine génération de l'Alliance mondiale des Assemblées de Dieu a ouvert ses portes hier soir à l'église des Assemblées de Dieu de Datasko. Les participants venus de près de 17 pays d'Afrique, d'Europe et des États-Unis vont réfléchir sur comment faire en sorte que la génération à venir soit meilleure à celle d'aujourd'hui. Le point avec Moïse Kinda. Cette rencontre qui se tient dans la capitale burkinabé, pays des hommes intègres, est la toute première du genre dans l'histoire de l'Église des Assemblées de Dieu au niveau mondial. L'objectif visé est de renforcer les capacités théologiques de la jeunesse des Assemblées de Dieu et du département enfants des Assemblées de Dieu
des pays africains afin qu'ils soient mieux outillés sur les fondements et les principes de la doctrine de l'Église des Assemblées de Dieu basée sur l'œuvre et les manifestations du Saint-Esprit. Cette grande organisation, appelée Comité pour la prochaine génération, au sein de l'Alliance des Assemblées de Dieu d'Afrique, est pilotée par un Burkinabé en la personne du docteur Gilles Compaoré. Dans un contexte d'amitié et surtout dans un contexte de préparer chacun de nous à faire quelque chose pour la relève. Parce qu'un monde sans relève n'est pas un monde, une famille sans relève n'est pas une famille, et surtout une église sans relève n'est pas une église. Et c'est surtout ça qui nous réunit, les gens sont venus de partout, et nous sommes là ensemble pour que cela puisse être une réalité. Parce que nous remarquons qu'actuellement, le monde a un problème de jeunesse. Parce que la jeunesse, quand elle n'est pas bien formée, quand elle peut être très rapidement utilisée pour de mauvaises choses, et nous voulons que notre jeunesse soit utilisée pour de bonnes choses, pour la gloire de Dieu. Quelle est la composante de cette jeunesse qui se réunit au Burkina Faso? Actuellement, la jeunesse au Burkina Faso, c'est le département des enfants national, c'est la jeunesse des Assemblées de Dieu. Donc, c'est vraiment une jeunesse de 4 à 35 ans. 4 à 35 ans, et nous savons que c'est eux qui sont, les gens disent l'église de demain, mais c'est l'église d'aujourd'hui, mais qui sera le leadership. Une rencontre appréciée à sa juste valeur par le représentant du président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, le docteur Philippe Ouedraogo, vice-président du Conseil général des Assemblées de Dieu. Et l'Église a cette vision de préparer l'avenir et même de préparer le présent en équipant nos enfants, en équipant tous ceux qui travaillent avec les jeunes afin qu'il y ait une bonne relève. Nous sommes dans un contexte même national où nos enfants ont besoin d'une éducation saine. Et l'Église s'inscrit dans cette logique pour former nos enfants dans la bonne doctrine, j'allais dire, et aussi être un modèle pour les autres pays africains. Le programme que nous commençons ici au Burkina Faso est un programme continental et nous sommes heureux que nous avons été choisis par nos amis aux États-Unis et nous avons notre pasteur Gilles Compaoré qui est le délégué, qui est choisi également pour l'Afrique, mais qui a sa base au Burkina Faso. Et nous sommes engagés pour l'accompagner afin qu'à travers le Burkina, nous puissions aussi atteindre la jeunesse de l'Afrique. Cette cérémonie d'ouverture à l'Église des Assemblées de Dieu de Damasco a été présidée par le président mondial des Assemblées de Dieu. Came to Burkina Faso to partner with some amazing friends. This is a beautiful country. D'abord, je suis venu au Burkina Faso parce que, avant tout, j'ai des grands amis dans ce beau pays qui est le Burkina Faso. Un pays que j'ai voulu visiter il y a longtemps, mais c'est la première fois. J'ai remarqué qu'ici, et comme d'ailleurs dans le monde, il y a un besoin. Et ce grand besoin peut être, des gens peuvent se réveiller, ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont manger, ne savent pas où sont leurs parents, ne savent même pas s'ils vont pouvoir vivre jusqu'au soir. Mais je remarque que le réel besoin qu'un homme a est de se réveiller et de savoir qu'il peut crier à Dieu et Dieu va l'entendre. Qu'il peut appeler Dieu et Dieu va l'écouter. Et ça, c'est un vrai besoin. Et je suis venu ici au Burkina Faso pour nous encourager, afin que nous puissions savoir que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous et le peu que nous avons, Dieu peut l'utiliser pour la gloire de son nom. Quand vous lisez l'histoire de Jésus, ce qui était très touchant, c'est quand Jésus a appris à nourrir des gens. Mais comment il a nourri les gens? Il n'a pas nourri les gens à partir d'une grande personne. C'est juste un petit enfant. Ce qu'un enfant a de très petit, qui représente quelques pains et quelques poissons, que Jésus-Christ a utilisé pour nourrir une multitude de personnes. C'est pour dire que, ici au Burkina Faso, tous les enfants que nous sommes, tous les enfants que nous avons, ont chacun quelque chose que Dieu peut utiliser. Et dans la main de Dieu, ça peut faire de grandes choses. We want the children and young people of Burkina Faso to know that what is in their hand, what is in their heart, God can perform a miracle with that as well. Pendant 3 jours, les participants venus des pays d'Afrique, d'Europe et des États-Unis d'Amérique auront à suivre des enseignements sur le thème principal, mais aussi des temps de partage d'expériences
en vue de tirer une conclusion avec des recommandations qui seront transmises aux plus hautes autorités de l'Église. La clôture de ce séminaire est prévue pour le samedi 2 février 2019. Je vous l'annonçais en titre et c'est hors de chez nous. Après 8 ans d'exil, une cinquantaine de réfugiés pro-Gbagbo ont regagné ce jour même à leur mère patrie. Suivez cet élément. Ils auront attendu 8 longues années avant de remettre le pied sur le sol ivoirien. Une cinquantaine de réfugiés, dont certains proches de l'ancien président Laurent Gbagbo, sont rentrés en Côte d'Ivoire. Certains ont connu les camps de l'ONU. Nous sommes très heureux de retrouver la Côte d'Ivoire, notre patrie, que nous n'aurions jamais dû quitter. Mais Dieu merci, nous sommes là aujourd'hui. Une décision prise après l'amnistie décidée par le président Alassane Ouattara en août 2018, puis l'acquittement de Laurent Gbagbo. 3 bus conduisent les réfugiés rapatriés du Ghana voisin par le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU et le ministère ivoirien des Affaires étrangères. Les autorités et les Nations Unies espèrent que ce n'est qu'un début. Simplement 6 ex-ministres du président Gbagbo font partie de ce convoi. Donc nous estimons que cela va être un signal assez fort pour inciter les autres réfugiés qui sont encore dans les pays d'asile à rentrer en Côte d'Ivoire. 23 000 réfugiés sont toujours exilés dans les pays voisins. Près de la moitié d'entre eux devraient rentrer en Côte d'Ivoire d'ici l'année prochaine. Suivons ensemble un focus sur la situation des migrants dans un camp de réfugiés en Éthiopie. Koloji, le plus grand camp pour déplacés internes de la région Somalie dans l'est de l'Éthiopie. Il regroupe 80 000 personnes, la plupart appartiennent à la communauté ethnique somalie et viennent de la région d'Oromia. Tous les jours, de nouvelles familles arrivent, mais elles sont nombreuses à résider ici depuis plus d'1 an. Je suis arrivée ici il y a 1 an et 3 mois. J'avais 2 magasins à Oromia. Je vendais des produits alimentaires et des vêtements. Quand on est venu ici, on a commencé à vivre dans un petit abri. C'est très dur. Couvrir les besoins en eau et en assainissement fait partie des urgences dans le camp. L'Organisation des Nations Unies pour les migrations, l'OIM, a construit avec le soutien financier de l'Union européenne des latrines et des douches et sensibilise aux notions d'hygiène. Nous avons formé 16 éducateurs à l'hygiène. Nous les avons sélectionnés parmi les déplacés eux-mêmes. Chacun formera 30 femmes. Ils font de la prévention et quand ils auront fini leur session, ils iront voir les femmes de foyer en foyer. J'ai appris à me laver les mains comme il faut, surtout avant de faire la cuisine, et à laver les plats. J'ai vu qu'il faut manger les aliments quand ils sont encore chauds et qu'ensuite, il faut couvrir les restes. Des règles simples qui peuvent sauver des vies. Chaque semaine, les représentants de l'OIM passent de famille en famille pour vérifier que les messages sont suivis des faits. Ouba nous montre chez elle comment elle a commencé à séparer l'eau potable de l'eau non potable grâce au bidon qu'on lui a donné. Le commissaire européen à l'aide humanitaire a visité le camp de Koloji en décembre. Christos Stylianides a annoncé 89 millions d'euros de soutien humanitaire à l'Éthiopie pour 2018 et 2019. Hi, good to see you. Thank you for receiving me. We have to focus. Nous devons nous concentrer sur des projets spécifiques. Nous mettons l'accent sur le versement d'espèces et la remise de bons d'alimentation parce que pour nous, c'est le moyen le plus efficace de rendre ces personnes autonomes et de leur donner de la dignité dans ces circonstances très difficiles. L'Éthiopie est en train de vivre un changement politique profond et l'Union européenne est ici pour soutenir ces grandes réformes dans cet îlot de stabilité dans cette région du monde. On dénombre 600 sites d'accueil pour déplacés internes en Éthiopie. La plupart ne sont pas des camps.
Nous partons pour le village de Déder dans la région d'Oromia où 8000 déplacés vivent parmi la population locale ou dans d'anciens bâtiments administratifs aujourd'hui utilisés pour répondre à l'urgence. Avec l'aide de nouvelles technologies, l'OIM recueille des informations sur chaque site tous les 2 mois pour mettre à jour les données sur le nombre de déplacés et leurs besoins. 200 familles vivent dans cette salle depuis plus d'1 an et demi. On est de plus en plus nombreux. 150 enfants sont nés ici. Regardez où on dort. C'est un sol en ciment. On n'a pas de vêtements. Les besoins sont de plus en plus importants, mais ce qu'on nous donne, c'est très limité. Recenser les déplacés en notant leur âge, leurs déplacements et leurs conditions de vie est une tâche d'ampleur. L'OIM a monté un réseau pour recueillir ces informations qui sont ensuite intégrées à une grille de suivi de données. Cette base de données renferme des renseignements sur les besoins de base de la population de déplacés, ce qui facilite la coordination de l'intervention des ONG et des agences de l'ONU, mais aussi du gouvernement. Résultat, on peut fournir de l'aide plus efficacement. Le gouvernement éthiopien travaille avec les agences internationales qui réclament néanmoins une évaluation indépendante des besoins dans les zones sensibles, et ce pour éviter que des déplacés ne soient contraints de retourner dans des secteurs dangereux. Nous méditons ensemble cette semaine le numéro 30 des psaumes. Là, le slamiste exalte l'Éternel, son Dieu, qu'il a relevé et qui n'a pas voulu que ses ennemis se réjouissent à son sujet. Il ajoute que la colère de Dieu dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Ce qui pourrait justifier cette assertion, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Elle surabonde pour nous libérer de tout péché et nous relever lorsque nous tombons. Ainsi donc, nous pourrons exalter l'Éternel, notre Dieu, comme l'a fait le roi David. Continuons donc de méditer ce passage tout au long de cette semaine. Ainsi s'achève cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve une très prochaine fois. Bonsoir chez vous.